Donc bon, en fait, ils ont montré qu'ils ont fait de l'oxydation sur Mars avec des sels de perchlorate. Sauf qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait du perchlorate sur Mars. Et donc, finalement, puisqu'on connaissait très mal le contexte, la mission était très mal conceptualisée. On n'aurait jamais dû envoyer ces expériences parce qu'en fait, si on connaissait Mars mieux, en 1976, on aurait su que ces expériences auraient donné des résultats positifs que les glavions. Donc, c'est pour ça, vraiment, connaître le contexte et connaître l'habitabilité, c'est vraiment nécessaire avant d'envoyer des missions pour rechercher des traces de vie. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu depuis tout ce temps, et que la prochaine est en 2020. Donc, moi je vais vous parler plutôt de Curiosity, parce que donc, Curiosity n'a pas les capacités de trouver des traces de vie. Par contre, elle a les capacités de rechercher l'habitabilité. C'est-à-dire, est-ce que Mars, il y a 4 milliards d'années, donc c'est l'âge du cratère dans lequel le rover a atterri, est-ce que Mars était habitable à cette époque? Est-ce que la vie aurait pu se développer? Est-ce que les conditions étaient réunies sur Mars pour que la vie se développe? Après qu'elle se développe ou pas, c'est les futures missions qui vont pouvoir les trouver. Curiosity, c'est le rover de la mission MSL, Mars Science Laboratory. C'est une collaboration internationale, puisque sans collaboration et sans contribution internationale, on ne peut rien faire. Et autant au niveau français, sans la NASA, c'est un petit peu difficile d'envoyer des missions, mais autant la NASA, sans les Français sur certains instruments, ils ne peuvent pas aller rechercher les molécules qu'on a pu trouver, que je vais vous expliquer, etc. Vraiment, la collaboration, c'est essentiel, mais plus qu'essentiel, c'est vraiment nécessaire. L'objectif de Curiosity, c'était de déterminer l'habitabilité de Mars. C'est un gros rover, vous voyez, par rapport à l'échelle humaine. C'est assez impressionnant quand on voit les maquettes, même en connaissant la taille, quand on voit les maquettes, c'est vraiment énorme. Qui a été lancé en 2011, qui a fait 9 mois de trajet, atterri en 2012, dans le cratère Gale. Et ce cratère, en fait, il a été choisi à peu près vers l'équateur. Vous voyez l'atterrissage de Curiosity au niveau de l'équateur martien. Le cratère, il fait 150 km de diamètre, à peu près. Le nord est en bas, là, sur l'image. Et ça, c'était l'ellipse d'atterrissage. Donc, l'erreur possible d'atterrissage. Il a atterri quasiment au milieu de l'ellipse. En fait, ce site, cratère Gale, il a été choisi, il était dans les favoris pour faire atterrir Opportunity en 2003. Sauf qu'en fait, le système d'atterrissage, c'était pas le même pour Opportunity, c'était des ballons qui atterrissaient, qui rebondissaient. Et parce que Opportunity était beaucoup plus petit que Curiosity, donc c'était possible de faire atterrir avec des ballons. Et en fait, le système d'atterrissage, il était trop incertain pour avoir une ellipse aussi petite. Donc l'ellipse, en fait, elle était beaucoup trop grande pour atterrir dans ce cratère. Et donc avec Curiosity, qui a atterri avec des rétrofusées, vous avez peut-être vu l'atterrissage de Curiosity qui était plus de la science-fiction que du réel, c'était impressionnant. Et donc il avait une ellipse d'atterrissage beaucoup plus petite. C'était un atterrissage qui était nécessaire à cause de la taille et du poids de Curiosity en fait. Donc le cratère, il est intéressant parce qu'il a un mont central qui est en couches successives. Et ces couches, ça veut dire qu'on va remonter le temps, ou descendre le temps, selon dans quel ordre on regarde, et qu'on va avoir des matériaux différents. Donc on va avoir des couches de sulfate, des couches d'argile, des couches de matériaux oxydants. Et donc, en termes de préservation des molécules, chacun des minéraux va avoir des caractéristiques différentes, qui fait qu'on va pouvoir optimiser et aller rechercher là où les molécules ont été le mieux préservées, entre autres. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce cratère, l'âge du cratère Gale, c'est 3,5 à 3,7 milliards d'années. Cet âge, si vous vous souvenez de la crise géologique du vivant, et ben en fait c'est l'apparition de la vie sur Terre. C'est-à-dire, on est dans un cratère qui a l'âge à laquelle la vie est apparue sur Terre. Si Mars et la Terre ont eu des conditions similaires à cette époque, et c'était le cas, Mars avait une atmosphère, de l'eau liquide à sa surface qui coulait, des rivières, etc. à cette époque-là, et si les conditions étaient nécessaires et suffisantes pour que la vie apparaisse sur Terre, elles auraient très bien pu être nécessaires et suffisantes pour qu'elle apparaisse sur Mars. Si c'est le cas, elle aurait ensuite été préservée dans ce cratère. Et donc ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est Mars il y a 3,8 milliards d'années, à l'époque où la vie est apparue sur Terre. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Comment on a pu le dater? Ça a été daté notamment avec des isotopes, encore une fois. Ça a été daté a posteriori, en fait. On ne savait pas avant d'atterrir. C'est les expériences embarquées sur le rover qui ont permis de dater avec précision le cratère.
isotopes de l'argon notamment. Et donc, Curiosity, c'est un rover qui a 10 instruments. Parmi ces 10 instruments, combinés, ils pèsent 80 kg, les 10 instruments. Le rover, il pèse presque une tonne en lui-même, mais la payload scientifique, c'est seulement 80 kg. C'est toujours... ce qui pèse lourd, ça va être les roues, ça va être le réacteur nucléaire à l'arrière, ça va être plein de choses. La science, finalement, qui est la mission principale du rover, c'est une toute petite fraction de la masse. 80 kg d'instruments scientifiques sur 10 instruments, et un des instruments s'appelle Sample Analysis at Mars, c'est SAM. À lui seul, il pèse déjà 40 kg. Donc c'est un des 10 instruments, mais c'est la moitié de la payload scientifique. C'est pour dire à quel point il est complexe. Et il se trouve dans le corps du rover. Cet instrument, il est lui-même composé de sous-instruments, de sous-unités. Une de ces sous-unités, c'est le chromatographe en phase gazeuse, le GC, qui est fabriqué au Latros, qui a été fabriqué au Latros. Et ce chromatographe en phase gazeuse, en fait, c'est un séparateur de molécules. Grâce à ça, ce qu'on va pouvoir analyser, en fait, ce sont des échantillons d'atmosphère. Sur le bord, il y a des petites ouvertures pour analyser l'atmosphère. Et il va également avoir au-dessus, en fait, des entonnoirs qui vont lui permettre de réceptionner des échantillons qui ont été soit pelletés, soit fourrés à l'intérieur du sol martien. Là, vous voyez un forage, par exemple. Ce forage qui a été fait avec le bras articulé, ensuite le bras va prendre le forage et va le déposer à l'intérieur des échantillons de SAM qui va pouvoir analyser les échantillons solides du sol à la recherche de molécules. Quand on fait cette analyse d'échantillons, on envoie d'abord les molécules dans un séparateur. Donc ce sont des colonnes, juste des colonnes creuses, qui ont une phase chimique à l'intérieur, qui font 30 mètres de long, qui sont enroulées sur elles-mêmes, à peu près la taille d'un cheveu, et qui vont permettre de séparer les molécules en fonction de leur poids et de leurs propriétés physico-chimiques. Ces molécules, une fois séparées, on va les envoyer dans un spectromètre de masse pour les peser, pour pouvoir les identifier. Et c'est nécessaire de les séparer avant de les peser parce que, par exemple, si je veux savoir votre poids individuel et que je prends le poids total de tout le monde, je ne pourrais pas savoir combien pèse chacun. Ce qu'il faut, c'est que je vous sépare un par un, je vais vous mettre sur une balance un par un pour pouvoir vous peser. C'est exactement la même chose pour les molécules. Si on les envoie toutes en même temps dans le spectre de masse, on va avoir des masses totales et on ne pourra pas séparer les molécules une par une. Donc, la méthode de séparation en amont est absolument essentielle. On a un autre spectromètre de masse qui va regarder plus les isotopes, notamment le méthane. Je ne vais pas du tout en parler, mais en fait, on peut coupler ces différents sous-instruments. Et le couplage qui va nous intéresser pour la recherche de molécules, c'est le couplage entre le chromatographe et le spectre de masse qui s'appelle la GCMS. C'est une technique d'analyse et d'identification de molécules organiques. Curiosity, aujourd'hui on a parcouru plus de 20 km depuis 2012. Alors on peut dire que c'est pas beaucoup, finalement c'est quand même pas mal pour un rover sur Mars. À différents endroits, on a fait des pelletages et donc en orange, et puis en rouge on voit les zones où on a fait des forages. Et vous voyez les 18 forages qui ont été faits jusqu'à présent sur Mars. Alors il y en a un qui vient d'être réalisé, que je n'ai pas rajouté, qui s'appelle Rockroll, et qui vient d'être fait la semaine dernière. Vous voyez surtout en fait sur cette image que selon l'endroit où on a foré, les couleurs sont différentes. Donc la couleur de la surface c'est toujours la même parce que c'est la poussière qui recouvre toute Mars. Mais par contre, dès qu'on est un petit peu en profondeur, on voit des couches grises, donc grises, c'est-à-dire qu'on n'est pas oxydé. Et des fois on l'est, en l'occurrence ici on était sur une couche d'hématite, donc une couche d'oxyde de fer, et on voit bien la couleur rouge du forage même à l'intérieur. Et donc tout ça c'est intéressant parce que selon, je ne vais pas dire plus on est gris, plus on a de chance de trouver des molécules, mais c'est quand même un petit peu le cas. Quand on est oxydé, on va plus avoir tendance à dégrader les molécules. Quand on n'est pas oxydé, donc plus réducteur, on va avoir tendance à plus les préserver. Et ça a été un petit peu le cas parce que finalement, l'échantillon sur lequel on a trouvé toutes les molécules qu'on a trouvées jusqu'à aujourd'hui, c'est Cumberland. Alors là, ça a été le deuxième qu'on a creusé. Et un petit peu aussi sur moi, lui qui a été un petit peu plus loin dans l'exploration. Mais je vais surtout parler de Cumberland et de qu'est-ce qu'on a trouvé à Cumberland et finalement de pourquoi à Cumberland. Alors là, c'est une petite animation pour vous montrer le fonctionnement de l'instrument SAM de Curiosity. Donc on dépose l'échantillon dans un four à pyrolyse, juste un four. On va chauffer cet échantillon jusqu'à 1000 degrés. Quand on chauffe, on relargue les molécules. Ces molécules vont être relarguées toutes ensemble, vont être poussées par un flux d'hélium dans un piège pour être toutes regroupées.
Et ensuite, on passe dans les fameuses colonnes chromatographiques, donc ces tubes creux de 30 mètres de long. Et les molécules vont sortir, donc là par couleur, en réalité par masse. Et vous voyez donc qu'on va pouvoir les séparer, donc les jaunes d'abord, les vertes ensuite, les rouges ensuite. Donc les plus légères vont sortir en premier, les plus lourdes vont sortir en dernier. On va avoir ce qu'on appelle un chromatogramme, où chaque pic correspond à un type de molécule. Et ensuite, chacun de ces pics va être pesé pour avoir un spectre de masse, pour pouvoir identifier la molécule. Une autre façon de présenter l'expérience, c'est la partie IGC, le même chromatogramme, qui est représenté en X avec le temps de rétention. Donc c'est combien de temps la molécule a passé dans la colonne avant de pouvoir en sortir. Plus c'est léger, moins c'est long. Et quand on prend un temps en particulier, on a une molécule en particulier qu'on envoie dans le spectre de masse, et le spectre de masse il va ressembler à une fragmentation reproductible en fonction de la molécule. En l'occurrence, vous voyez les portions de la molécule qui ont été cassées dans le spectre de masse, qui vont correspondre à des masses, masse 127, masse 143, masse 186. Et quand on a cette fragmentation reproductible, on a des librairies de masse qui vont pouvoir même nous remonter jusqu'à la molécule avant qu'elle soit fractionnée. Et donc cette combinaison GC-MS va nous permettre de détecter et d'identifier les molécules organiques qui sont relarguées du sol qu'on a chauffé jusqu'à 1000 degrés sur Mars. Ça c'est la théorie. Parce qu'en fait la pratique, on obtient ça comme résultat. Donc là c'est un vrai spec, c'est un print screen que j'ai fait directement en fait des manips sur lesquelles on travaille de Mars. Et donc c'est plus difficile à trouver des pics. Et en fait c'est pas juste pour montrer un schéma un petit peu brouillon, mais c'est aussi pour montrer le type d'analyse qu'on fait. On va pas regarder ce spectre, enfin ces spectres, en disant bon alors qu'est-ce qu'il y a dessus, on va regarder ici, voir ce qu'il y a. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. En fait on fonctionne par recherche spécifique. On va faire des hypothèses, on va dire je vais essayer de trouver une molécule qui serait ça, et puis je vais voir si je peux la trouver. Et en fait sans ces recherches dirigées, spécifiques, c'est quand même assez difficile de comprendre ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'on peut facilement passer à côté de choses. Il faut savoir que toutes ces données, elles sont publiques. C'est-à-dire que tout ce qui vient de l'espace, toutes les missions, on a l'obligation, au bout de 6 mois, donc pendant 6 mois on a la primeur des données, au bout de 6 mois on a l'obligation d'aller les mettre sur un site qui s'appelle le PDS, le Planetary Data System. Tout le monde peut y accéder, tout le monde peut aller prendre ce spectre et regarder ce qu'il y a dessus. Donc on n'est plus à l'époque de la NASA secrète, etc. C'est public, tout est public. Et donc, à partir de ce spectre, une fois qu'on les traite, etc., qu'on recherche des choses en particulier, on obtient des chromatogrammes beaucoup plus simples. Et par exemple, ici, vous voyez un chromatogramme en haut, et en bas, c'est le même chromatogramme sans l'échantillon, donc c'est ce qu'on appelle un blanc. Et tout ce qui se trouve, et qui n'a pas de pic dans le blanc et qui a un pic dans l'échantillon, c'est quelque chose qui vient de Mars. Et vous voyez qu'on a trouvé ces molécules, les ronds verts, ce sont des atomes de chlore, les noirs des atomes de carbone, et les petits blancs sont les atomes d'hydrogène. Donc là on a des chloro-hydrocarbones, donc des hydrocarbures. Les hydrocarbures sont des molécules qui contiennent du carbone et de l'hydrogène, des chaînes, et donc également du chlore, puisque on est sur Mars et que le sol de Mars est extrêmement chloré. Il y a ces sels de perchlorate, donc ces sels de chlore qui se trouvent partout. Une fois qu'on a trouvé ces molécules, on n'est pas si content parce qu'on est content d'avoir trouvé des molécules, on les cherchait quand même depuis 1976, parce que Viking cherchait également les molécules et n'a pas réussi à en trouver. On est dans la première découverte de molécules organiques sur Mars, mais par contre on pense qu'elles n'étaient pas présentes sous cette forme sur Mars. Le carbone est martien, le chlore est martien, mais on pense qu'on a formé des réactions entre le chlore et le carbone dans nos fours. Puisqu'on chauffe à 1000 degrés, on fait de la chimie. Quand on chauffe à 1000 degrés des sels de perchlorate, on va former de l'oxygène et du HCl. Le HCl va réagir avec d'autres molécules pour chloriner ces molécules. Et donc, le travail de laboratoire qu'on va faire ensuite, c'est pour rechercher les potentiels précurseurs de ces molécules. Alors, c'est pas possible qu'ils soient présents comme tels dans le sol. C'est possible qu'on ait, donc là c'est du chlorobenzène, c'est possible qu'on ait du chlorobenzène sur Mars. Mais on pense pas, on pense qu'on a formé ce chlorobenzène à partir de molécules plus complexes auxquelles on a rajouté du chlore et qu'on a dégradé en plus petits bouts également. Donc, ce qui est assez... je vais passer à la suite. Au fur et à mesure, on a réussi à trouver plus de molécules. Donc, ces molécules, ces 4 premières molécules, le papier est sorti en 2015.
sachant que c'est un échantillon qui a été fourré en 2013. Vous voyez, déjà 2 ans pour trouver les molécules et publier. Ensuite, quand on a fait des manips de labo, on a pris de l'acide benzoïque, qui est un potentiel précurseur du chlorobenzène. On l'a mis en présence de perchlorate, on a fait des expériences dans les conditions de SAM, etc. Et en fait, on a trouvé qui formait du chlorobenzène, mais qui formait aussi du dichlorobenzène, donc avec deux chlores. Et donc là, quand on a fait ces manips et qu'on les a présentés à des conférences, on nous a dit, dans ce cas, pourquoi vous ne trouvez pas de dichlorobenzène dans vos résultats SAM? Donc on est retourné sur les résultats de 2013 pour rechercher spécifiquement le dichlorobenzène, et en fait on l'a trouvé. Il était tellement petit, perdu dans tous les pics, qu'on ne l'avait pas vu directement. Et en le recherchant spécifiquement, on l'a trouvé. C'est un article qui a été publié, soumis par Cyril Zoba dans une revue scientifique, et qui est en train d'être reviewé, donc on attend le résultat pour la publication. Et puis en parallèle de ça, on a trouvé des molécules qui contiennent du soufre et pas du chlore, dans des températures qui sont plus hautes. Donc ces molécules, on les a trouvées en chauffant l'échantillon entre 200 et 400 degrés. Ces molécules-là, on les a trouvées en chauffant l'échantillon à plus de 600 degrés. Donc on avait déjà enlevé tous les perchlorates à cette température, c'est pour ça qu'il n'y a plus de chlore, et on a trouvé des molécules soufrées. Pareil, on pense qu'elles ne sont pas soufrées et qu'elles ne sont pas telles quelles dans l'échantillon, qu'elles sont plus grosses dans l'échantillon, et qu'en chauffant entre 600 et 1000 degrés, on a cassé les molécules et éventuellement qu'on a rajouté du soufre également, puisque c'était dans des échantillons qui contiennent des sulfates, des minéraux qui contiennent du soufre. Donc on fait pareil, des expériences de labo pour savoir quels peuvent être les précurseurs. Et cet article a été publié par Jane Hagenbrod en 2018. 2018 sur un échantillon qui a quand même été fourré en 2013. Et en fait, sur ce même échantillon, je suis en ce moment en train de travailler en fait, sur une nouvelle molécule qui vient d'être trouvée. Pareil, on a recherché, on a fait des hypothèses pour savoir. Donc ça serait la plus grosse molécule. Là, on a 6 carbones. Sur la nouvelle, il y en aurait peut-être jusqu'à 10 carbones. C'est assez intéressant. Et donc, je suis en train de travailler sur l'écriture de ce papier, toujours sur un échantillon qui date de 2013. Le papier sera probablement soumis en 2019, publié en 2020. Donc vous voyez le temps que ça prend à cause de la complexité des échantillons. Et Cumberland, ce qui est assez intéressant sur le point de vue minéralogique, c'est les autres instruments qui ont réussi à déterminer la composition minéralogique de Cumberland, et notamment la présence de smectite à 20%. Smectite, c'est une argile. Et les argiles, ce sont des feuillets. Donc vous voyez les feuillets d'argile. Entre ces feuillets, c'est facile de faire passer des molécules. Déjà, entre ces feuillets, il y a beaucoup d'eau qui passe. L'argile, elle est formée uniquement quand il y a eu de l'eau liquide pendant un certain temps. Les molécules qui seraient dissoutes dans cette eau, elles seraient emprisonnées à l'intérieur des feuillets. Et ces feuillets, sur le plus long terme, ça aiderait à préserver les molécules. C'est pour ça que les argiles, ce sont vraiment des très bonnes candidates, les meilleures candidates, pour rechercher les molécules organiques avec une préservation sur des temps géologiques de 4 milliards d'années. Et comme par hasard, Cumberland contient 20% de smectite. Donc finalement, c'est pas tant un hasard, on aurait pu pas y réfléchir plus tôt, parce qu'en fait, on ne sait pas la composition de l'échantillon avant de le fourrer. Et on a trouvé a posteriori que les 20% d'argile, finalement, c'est ça qui a permis probablement la préservation des molécules. Donc le cratère Yale, donc on sait que c'était un lac d'eau liquide, c'est 150 km de diamètre, je rappelle, et un lac d'eau liquide, d'eau douce, de l'eau potable, comme on aime bien dire dans notre chef d'émission, qui comportait tous les éléments nécessaires pour que la vie puisse apparaître. Donc on avait de l'eau liquide pérenne, on avait des conditions de pH neutres, on avait de l'énergie solaire, et on avait la présence de molécules organiques simples. Tous les ingrédients de l'habitabilité. Donc pourquoi de l'eau douce? Je ne vais pas le savoir. En l'occurrence, pourquoi, je ne sais pas. Mais le cratère était rempli d'eau douce. Et donc, on a trouvé la présence de ces molécules simples. On va rechercher maintenant des molécules plus complexes. On ne sera pas capable avec ça de trouver des molécules biologiques, mais on est éventuellement capable de détecter ce genre de molécules. Donc on est en train d'optimiser l'expérience pour détecter des acides aldéhydes en ce moment. Et je vais vous dire sur cette slide.
En tout cas, aujourd'hui, on a parcouru plus de 20 km et Curiosity, c'est un peu un robot grimpeur. On a fait 370 mètres de dénivelé positif, ce qui est énorme pour un rover sur Mars. Vous voyez la position aujourd'hui, les 20 km ont été parcourus, et les 4 ans qui sont prévus avant la fin du budget pour Curiosity. Il nous reste encore quelques kilomètres à parcourir, mais surtout d'arriver sur différentes couches. Donc en ce moment, on est sur une couche qui est une couche d'hématite en quelque sorte. C'est une... Ah oui, j'ai trouvé le mot en français. C'est donc une couche d'hématite. Et juste après cette couche d'hématite où on va tomber sur une couche d'argile. Donc là, on attend ça avec impatience pour les molécules organiques parce qu'on sait que l'argile, c'est les meilleurs préservements de molécules organiques. Et après cette couche d'argile, on montera encore dans le piton central et on accédera à une couche de sulfate. Et les sulfates, c'est également intéressant pour la préservation des molécules organiques à plus haute température, en fait. Curiosity, jusqu'à aujourd'hui, ça a été un grand succès. Il y a eu plein de... Le but du rover, c'était de déterminer si Mars était habitable il y a 4 milliards d'années. Il a répondu par la positive à cette hypothèse. Donc, effectivement, le cratère Gale était habitable il y a 4 milliards d'années. Ça veut dire que tout Mars était habitable. L'habitabilité, c'est localisé quand même. Donc là, c'est de localiser le cratère Gale. Le cratère Gale, il y a 4 milliards d'années, était habitable. Après, qu'est-ce qu'il a été habité? C'est une autre question. On avait même eu en fait un coup de fil d'Obama, là il est dans Air Force One, on dirait pas, mais il est dans un avion en train de nous féliciter, c'était pour l'atterrissage de Curiosity. Et même c'était les JO, je crois, en 2012, probablement, parce que vu le doodle, et en fait ils avaient rajouté Curiosity qui atterrit avec ses 4 rétrofusées dans le doodle du jour, le jour de l'atterrissage de... Et donc les futurs échantillons, comme je vous disais, on est sur la couche thématique là. Et on va atteindre la couche d'argile et puis ensuite on va remonter un peu plus sur la couche de sulfate et puis à la fin, donc ça sera la fin de la mission normalement dans 4 ans, en espérant vraiment qu'on puisse atteindre cette couche de sulfate, mais les géologues qui sont 95% de la mission, dès qu'ils voient un caillou, ils veulent tirer dessus, ils veulent faire des choses, donc nous en tant que chimistes organiciens, on n'est pas très contents parce qu'on voudrait bien avancer sur la couche d'argile et sur la couche de sulfate. En théorie, la couche d'argile, on aurait dû l'atteindre après 2 ans de mission. Ça fait 6 ans qu'on a la mission qui est en cours et on est toujours en fait sur la couche d'hématite. Vous voyez des problèmes à régler, il y a eu plein de choses. Mais bon, ouais. Et on a des problèmes de roues sur Curiosity. Vous avez peut-être entendu, mais il y a des gros trous. On a dû élaborer des nouvelles stratégies. Par exemple, rouler en marche arrière, ça faisait moins de poids sur les roues avant. Ça permettait de préserver un petit peu plus les roues. Mais a priori, sur les 4 ans à venir, ça ne posera pas trop de problèmes. Et on peut se regarder, vue d'orbite, avec les orbiteurs. Vous voyez Curiosity qui est ici, avec en fait les traces de roues qui sont derrière. Pour les sceptiques qui penseraient qu'on est dans un jardin en JPL et pas sur Mars. Enfin, voilà, on a le petit rover qui est sur Mars, pris d'orbite. On avait même réussi à synchroniser l'atterrissage avec un orbiteur pour prendre le parachute de Curiosity qui descendait en photo depuis l'orbite. C'est des images assez impressionnantes de l'atterrissage, de voir qu'ils ont réussi à synchroniser les 2 missions pour que l'une prenne une photo de l'autre à 60 millions de kilomètres. Donc maintenant, je vais vous parler d'une deuxième petite partie assez rigolote que j'appelle la paléo-astrochimie finalement. En fait, c'est des réanalyses de missions passées. Puisque les résultats sont relativement complexes et que je vous disais, pour trouver quelque chose, il faut aller le rechercher spécifiquement plus que de regarder un petit peu globalement à quoi ça ressemble et d'essayer de trouver des choses. Et bon, on s'est dit, ok, on a trouvé du chlorobenzène avec Sam sur Mars, on va aller rechercher spécifiquement le chlorobenzène sur les résultats Viking de 1967. Donc, il y a eu beaucoup de challenges associés. Donc, le travail est l'idée par la thésarde Melissa Guzman. Et le premier challenge, ça a été de retrouver les données. Parce qu'aujourd'hui, tout est mis sur le PDS, mais en 1967, ça n'existait pas. Et donc, retrouver les données, ça a été un vrai casse-tête. Les données ont été retrouvées d'abord sous forme digitale, qui ressemblait à ça. Et en fait, on n'a jamais réussi à comprendre ce code. J'invite quiconque qui veut regarder ça et qui veut essayer de décrypter le code à venir vers moi. Et on a mis ça sur Internet, sur des forums
212 morts, parce que 1976, c'était déjà des presque retraités à cette époque, donc aujourd'hui. Donc voilà, c'est des martiens. Ouais. C'est du martien. Et donc, heureusement, on a trouvé des microfilms qui, a priori, correspondent à la même chose et qui sont des spectres de masse. Et si on aligne ces spectres de masse, on va reconstituer un chromatogramme. Sauf qu'en fait, ces spectres de masse, donc ils comprennent les masses de 32 jusqu'à 250. Et ce qu'il faut, c'est les scanner et les digitaliser un par un. C'est-à-dire masse par masse. Donc on va prendre l'échantillon, on va zoomer dessus et on va cliquer sur chacune des masses. Donc on va dire, bah voilà, l'échelle en Y, elle monte jusqu'à 1438, donc l'échelle. Donc ce pic-là, c'est 1438. Et donc il y a des logiciels spéciaux de digitalisation. On va cliquer sur chacun des 250 pics. Et on va avoir des résultats en Y en fait de ces 250 pics. Sachant que pour chaque analyse, il y en a 400 comme ça. Et qu'il y a une dizaine d'analystes. Donc bon, ça prend du temps. Si on pouvait craquer ce code, ce serait un petit peu plus rapide. Et bon, en l'occurrence, en recherchant spécifiquement sur un spectre de masse, les masses qui correspondent au chloробenzène qu'on a détecté sur SAM en 2015, donc les masses, je les ai représentées ici, c'est 112 et 114. D'ailleurs, 112 114, pourquoi? Parce qu'on est avec un atome de chlore. Le chlore, il a deux isotopes, le 35 et le 37. Et donc, la masse 112, c'est le chlorobenzène avec un isotope du chlore 35, et le 114, c'est un isotope du chlore à la masse 37. Donc, on peut même faire un rapport isotopique du chlore, qui est à peu près de 1 sur 3, et qui est le même que sur Terre. C'est un autre résultat intéressant. Et là, vous voyez que sur Viking, en zoomant sur la masse 112 et 114, à un scan en particulier, d'un run en particulier, et bien Mélissa, elle a pu trouver 112 et 114 qui ont un ratio d'à peu près 1 sur 3, c'est donc du chlorobenzène. Donc en 2018, elle a publié le papier l'année dernière qui présentait pour la première fois la détection de chlorobenzène sur Viking, sur des données qui datent de 1976. Donc quand je vous dis que ça prend du temps et que c'est compliqué, qu'il faut vraiment chercher spécifiquement quelque chose pour pouvoir le trouver, bah, c'en est un autre exemple encore plus probant avec Viking. Dans la troisième partie martienne, avant de partir plus loin dans le système solaire, ça va être le support laboratoire et les missions de terrain et les échantillons analogues. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, c'est la plus grande partie de notre travail, c'est de travailler en laboratoire pour faire de la chimie analytique, pour essayer de comprendre les résultats, de décrypter les résultats qu'on obtient sur Mars, et aussi pour préparer les futurs échantillons. Donc là, c'est moi au Groenland, et c'était très sympa, mais malgré le sourire, vous pouvez voir que c'est un petit peu lourd et que les missions de terrain, c'est quand même, c'est génial, mais c'est extrêmement fatigant. Parce qu'on travaille 15 à 18 heures par jour, surtout au Groenland, il faisait jour à peu près 24 heures par jour. Et